Maxwell Donagh observait en silence alors que sa femme depuis 22 ans, Vivian, jetait ses vêtements sur la pelouse détrempée de leur maison de banlieue bostonienne. Les voisins, dissimulés derrière leurs rideaux, regardaient le spectacle tout en feignant de ne rien remarquer. « Tu es un vieil imbécile pitoyable », hurla Vivian, le visage déformé par la fureur et la victoire. « Les enfants et moi, c'est fini. » Ils avaient vidé la maison. Même leurs filles jumelles, Audrey et Pénélope, 19 ans, rentrées de l'université, se tenaient dans l'encadrement de la porte, les bras croisés et les traits empreints de mépris. Derrière elles se tenait un homme que Max reconnut, Terence Walsh, le professeur de tennis de sa femme depuis 8 mois. Max hocha simplement la tête, semblant abattu. « Très bien. » dit-il doucement, impassible. Vivian lui lança son porte-monnaie, vidé de tout, sauf de son permis de conduire, tonnant « Garde ton identifiant pathétique, tout le reste m'appartient. » La pluie redoubla d'intensité tandis que Max rassemblait ses affaires éparpillées dans un petit sac de voyage. Terence s'avança, posant son bras possessivement autour de la taille de Vivian. Max vit sa fille sursauter légèrement, mais elle resta silencieuse. « Tu devrais savoir, » lança Terence avec un sourire narquois, « votre petite famille planifiait tout cela depuis des mois. » J'ai su garder Vivian pleinement satisfaite. Max leva les yeux vers la maison, celle qu'il avait achetée 15 ans plus tôt, un style colonial, symbole de tout ce pourquoi il avait travaillé ou du moins, ce que Vivian croyait. Un éclair zébra le ciel et le coin de la bouche de Max tressaillit, presque imperceptiblement. « Alors je m'en vais, » dit-il calmement, se tournant vers sa Honda Civic couverte de boue, la voiture dont Vivian avait décrété qu'elle suffisait largement, tandis qu'elle conduisait la Mercedes. « Attends » appela soudain Audrey. « Papa ?» Audrey. Commença-t-elle. « Descends » ordonna sèchement Vivian. Max fit son choix. Il démarra la voiture et partit dans un silence de tombe. Pour toute personne le voyant, il semblait brisé. Mais quiconque aurait aperçu ses yeux aurait vu non pas la dévastation, mais une résolution froide et calculée. À 2000 de là, Max s'arrêta dans le parking d'un motel délabré. Il s'enregistra, payant en espèces tirées d'une poche cachée de sa veste. Une fois seul dans la chambre spartiate, il sortit un téléphone jetable et composa un numéro mémorisé. « Ça a commencé » dit-il simplement. « Exécute la phase 1. » La saga de la famille Donagh n'avait pas débuté avec cette trahison. 25 ans plus tôt, Maxwell Donagh était un brillant doctorant en biochimie au MIT. Ses recherches sur de nouveaux systèmes de délivrance de médicaments avaient attiré l'attention des grandes firmes pharmaceutiques. Mais Max avait choisi la discrétion, éduqué à la prudence par sa famille des leçons héritées de son grand-père, qui avait fui la Russie soviétique avec des secrets scientifiques et une fortune en diamants cousus dans la doublure de son manteau. Lorsqu'il rencontra Vivian Lockhart lors d'un événement universitaire, il tomba immédiatement sous le charme de sa grâce et de son aisance sociale. Étudiante en marketing, fille d'une famille de classe moyenne aspirant au luxe, elle s'éprit de lui malgré son tempérament réservé. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Max détenait déjà des brevets valant des millions et qu'il avait discrètement constitué un empire pharmaceutique via des sociétés écrans et des partenariats occultes. Son austérité affichée n'était qu'un leurre, un réflexe forgé par l'avertissement ferme de son grand-père. Ne leur montre jamais ce que tu possèdes vraiment dès qu'ils connaîtront ta valeur, tu deviendras une cible. Max l'avait pris au sérieux et, sous son apparence de chercheur ordinaire, bâtissait silencieusement son empire. Il voulait une compagne qu'il aimait pour lui, pas pour sa fortune. La Honda, la maison modeste dans un quartier scolaire correct, tout cela faisait partie du test, un test que Vivian échoua sans même le savoir. Mais le récit ne s'arrête pas là. 3 ans plus tôt, Max avait remarqué des changements chez Vivian, appels secrets, absence inexpliquée, un regain d'attention porté à son apparence. Il engagea un détective privé qui confirma ses soupçons, elle multipliait les liaisons. Au lieu de l'affronter sur le champ, Max commença à élaborer sa revanche. L'élément déclencheur fut la découverte que Vivian et son dernier amant, Terence, transféraient des fonds du compte joint qu'elle croyait être leur unique compte vers des comptes personnels à son nom. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce compte ne détenait pas plus de 2% de la vraie richesse de Max. Plus troublant encore,
il découvrit que ses filles lui avaient été retournées par les années de manipulation subtile de Vivien, des récits convaincants que c'était lui qui les freinait financièrement, que sa médiocrité les privait de ce que leurs amis possédaient. Dans la chambre miteuse du motel, il ouvrit son ordinateur portable. Il se connecta à un serveur sécurisé. À l'écran, des images captées par des caméras cachées, Vivien, Terence et ses filles festoyant dans son salon, buvant sa collection de whisky rare trophée qu'il avait patiemment acquis. Il trinquait à la liberté de la médiocrité. Max agrandit les visages de ses filles. Derrière leur sourire, il perçut une hésitation. Il nota, il se peut qu'il reste encore un espoir pour elle. Sur un autre onglet, il consulta le dossier détaillé de Terence Walsh, ancien joueur de tennis universitaire, devenu coach spécialisé auprès d'une clientèle féminine fortunée. 3 divorces, chacun s'étant soldé par des règlements substantiels, un modèle de séduction calculé. Max ferma l'ordinateur et s'allongea sur le lit, le regard fixé au plafond. Il murmura, la première leçon en biochimie, c'est que toute réaction peut être contrôlée, si tu comprends ses composants. Chapitre 2: La toile d'araignée. Le lendemain matin, après l'expulsion triomphale de Vivien, une berline noire aux vitres teintées s'arrêta devant la résidence des Donag. Vivien, encore sous le coup d'une gueule de bois, resta en peignoir de soie, observant l'extérieur. « C'est qui, bordel ?» demanda Terence, torse nu, s'approchant de la fenêtre avec elle. 2 hommes en costume impeccable se dirigèrent vers la porte. Lorsque Vivien ouvrit, il gardait un air professionnel, impassible. « Madame Donag, » commença le plus grand, « je suis Gregory Reeves du Sentinel Financial Group, voici mon collaborateur, Monsieur Woodward. Il s'agit de questions financières urgentes. » Terence intervint, « Je suis son partenaire, tout ce que vous dites à elle, vous me le dites aussi. » Monsieur Reeves le dévisagea, puis revint à Vivien, « Comme vous voulez. » Il lui tendit une seule feuille glissée dans un porte-document en cuir. « Cela requiert votre attention immédiate. » Vivien parcourut le document. Le visage se décomposa, puis pâlit davantage. « Ceci ne peut pas être vrai. Il possède quoi ?» Le document révélait la propriété, par Maxwell Donag, de Helix Pharmaceuticals, une société de biotechnologie valorisée à plus de 3,2 milliards de dollars, ainsi qu'une multitude d'autres actifs. Et les propriétés réparties sur 4 continents. Plus choquant encore, il était indiqué que la maison dans laquelle elle se trouvait n'appartenait ni à elle ni à lui, mais à une fiducie contrôlée exclusivement par Maxwell. « C'est impossible, balbutia-t-elle. Max est chercheur scientifique. Il gagne 120 000 $ par an. Le salaire de Monsieur Donag versé par l'Institut de recherche n'est qu'un modeste cachet qu'il accepte pour faire bonne figure, expliqua Monsieur Reeves d'un ton calme. En réalité, il est l'actionnaire majoritaire et le principal détenteur de brevets de Helix Pharmaceuticals, qu'il a fondé il y a 18 ans sous le nom de son grand-père. Vivien, se ressaisissant un peu, déclara aussitôt. « Alors j'ai droit à la moitié. Nous sommes mariés depuis 22 ans. » Monsieur Reeves conserva son ton professionnel. « Cela m'amène au second point. Vous occupez actuellement une propriété appartenant au Alexander Donag Trust, nommée d'après le grand-père de Monsieur Donag. Vous n'avez aucun droit légal sur cette maison. Nous sommes ici pour vous informer que vous disposez de 48 heures pour quitter les lieux. » Terence saisit le document. « C'est insensé. C'est sa femme. » Vous devriez peut-être consulter la dernière page, intervint Monsieur Woodward pour la première fois. Vivien tourna rapidement les pages jusqu'à la dernière. Elle y trouva un contrat prénuptial portant sa signature. Un document dont elle se souvenait avoir signé les feuilles, mais qu'on lui avait présenté comme une simple annexe au certificat de mariage. L'accord stipulait qu'en cas de divorce, en particulier s'il impliquait une infidélité de sa part, elle renonçait à toute revendication sur les biens et entreprises de la famille de Maxwell. « Il m'a piégé », murmura-t-elle. Le contrat a été validé ce matin par 3 juges différents, poursuivit Monsieur Reeves. De plus, nous avons la preuve documentée de vos transferts systématiques depuis le compte commun, ce qui constitue une fraude financière. Monsieur Donag a choisi de ne pas porter plainte pour le moment, à condition que vous respectiez l'avis d'expulsion. Alors que les hommes tournaient les talons, Monsieur Reeves ajouta. « Oh, et Madame Donag.
Les véhicules enregistrés à cette adresse, la Mercedes, le Range Rover, ainsi que les voitures de vos filles appartiennent également à la fiducie. Les clés, s'il vous plaît. Vivien resta figé dans l'entrée, tenant le document qui venait de faire exploser sa vie. Derrière elle, Terence était déjà au téléphone, appelant quelqu'un avec agitation. « Il faut qu'on parle », souffla-t-il en s'éloignant. Tout vient de changer. À l'autre bout de la ville, dans un luxueux pantouz inconnu de sa famille, Max faisait face à son vieil ami et conseiller en sécurité, Ford Montgomery, ancien officier du renseignement naval. Depuis le début, Ford avait été la seule personne à qui Max avait confié sa véritable situation. « Ta femme a bien reçu l'avis », confirma Ford, faisant glisser une tablette vers lui, affichant les images de surveillance de la maison. Terence passe déjà des appels. « À qui ?» demanda Max. « À son ex-femme à Philadelphie. Celle avec le plus gros règlement de divorce. Il semble chercher des portes de sortie. » Max hocha la tête, pas surpris. « Et mes filles ?» Ford adoucit un peu son expression. Elles n'étaient pas à la maison. D'après leur géolocalisation, elles sont à la bibliothèque universitaire. Max se tourna vers la grande baille vitrée, contemplant la ligne d'horizon de Boston. Et la surveillance audio, qu'a-t-elle capté la nuit dernière, après mon départ? Ford toucha la tablette. Un enregistrement démarra. C'était la voix d'Audrey. « Maman, c'était vraiment nécessaire de jeter ses affaires sur la pelouse comme ça ?» Vivien répondit. « Il méritait bien pire, après nous avoir freinés toutes ces années. » Pénélope intervint. « Mais tu as dit qu'on avait besoin de sa signature pour transférer les fonds universitaires. » Vivien rétorqua. « Ne t'en fais pas pour ça. Ton père est un faible. Il signera tout ce que je lui mets sous le nez pour éviter les conflits. » L'enregistrement continua, révélant l'ampleur des manipulations de Vivien envers leur fille, ainsi que ses plans pour s'emparer d'un maximum d'argent avant de demander le divorce. « Elles ont été empoisonnées contre moi, » dit Max d'une voix calme. « Mais pas entièrement. »« Quelle est ta prochaine étape ?» demanda Ford. Vivien croit me connaître. C'est là son erreur fondamentale. Elle me pense prévisible, faible. Max sortit un petit carnet et y écrivit quelque chose. Tu as terminé les recherches sur sa famille? Ford hocha la tête, faisant apparaître d'autres dossiers. Son père est mort il y a 10 ans, criblé de dettes. Sa mère, Lillian, est dans une maison de retraite médicalisée dans le New Hampshire. Vivien paie le minimum pour ses soins et ne la visite que 2 fois par an. Son frère, Calvin Lockhart, a fait de la prison pour fraude. Il travaille maintenant dans un garage au Vermont. Il se parle 1 fois par mois, généralement quand il a besoin d'argent. Quant à l'homme qu'il a présenté à Terence. Douglas Prentice. Son patron à l'agence marketing, demanda Max. C'est ça. Lui et Terence ont un arrangement depuis longtemps. Terence lui verse une commission pour chaque femme mariée fortunée qu'il lui présente. Max referma son carnet. Parfait. La phase 2 commence demain. En attendant, organise une rencontre discrète avec Monsieur Holly à Riverside Assisted Living. Je veux rendre visite à la mère de Vivien. Ford le regarda attentivement. Tu es sûr de tout ça? Tu pourrais simplement partir avec ton argent et recommencer ailleurs. Le regard de Max se durcit. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de justice. Quand on trahit la confiance de quelqu'un, il doit y avoir des conséquences. Chapitre 3 – Le premier domino. Le café en face du campus universitaire était bondé d'étudiants quand Audrey et Pénélope Donaghy entrèrent. Les jumelles avaient toujours été proches, identiques physiquement, mais opposées en tempérament, Audrey, plus analytique, Pénélope, plus empathique. Toutes deux étaient visiblement tendues. « Il est en retard », nota Pénélope en consultant son téléphone une énième fois. « Il viendra », répondit Audrey en observant la foule. Celui qu'elles attendaient, c'était leur père. Il leur avait envoyé un message ce matin pour leur demander un rendez-vous, malgré les mises en garde répétées de leur mère de ne plus le contacter. La curiosité avait fini par l'emporter. Max entra pile à midi. Il ne portait pas sa tenue habituelle d'universitaire froissé,
mais un costume anthracite parfaitement taillé. La transformation était si radicale que ses filles mirent quelques secondes à le reconnaître. « Merci d'être venu, dit-il en s'asseyant face à elle. « Maman ferait une crise si elle savait qu'on est ici, murmura Pénélope, nerveuse. « C'est vrai ?» demanda Audrey franchement. « À propos de la société, de l'argent ?» Max les regarda longuement. « Oui. Tout ce qui est dans ces documents est exact. »« Pourquoi ?» demanda Pénélope, la voix tremblante. « Pourquoi nous avoir laissé croire qu'on était juste une famille de la classe moyenne ? Tu sais combien de prêts étudiants on a dû contracter ? » « Vous n'avez aucun prêt étudiant, » répondit Max calmement. « Votre éducation est entièrement financée depuis votre naissance. Les prêts que votre mère vous a montrés étaient inventés. » Les jumelles échangèrent un regard stupéfait. « Ce n'est pas possible !» protesta Audrey. « J'ai signé les documents moi-même. » Max fit glisser 2 dossiers vers elle. « Voici vos véritables dossiers financiers. Le trust établi pour chacune d'entre vous contient actuellement environ 3 millions de dollars. Vous y aurez accès à vos 25 ans. » Les filles restèrent figées, les yeux rivés sur les dossiers. « Pourquoi maman aurait menti à ce sujet ?» murmura Pénélope. « C'est une question à lui poser, » répondit Max. « Mais j'ai quelque chose de plus important à vous demander. Est-ce que vous saviez pour Terence avant hier ?» Les jumelles échangèrent un regard gêné. « On l'a rencontré il y a 3 mois, » avoua Audrey. « Maman disait que c'était son coach personnel au début, mais c'était évident. »« Et vous ne m'avez rien dit ?»« Maman disait que vous aviez un arrangement, » répondit Pénélope sur la défensive. « Que tu étais froid, distant, et que tu avais tes propres liaisons. » L'expression de Max resta neutre, mais une lueur traversa brièvement son regard. « Je vois. »« Papa, » dit Audrey en se penchant, « qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Maman a reçu un avis légal ce matin, et elle hurle au téléphone avec des avocats depuis. Votre mère est... Moi et lui, c'est fini, déclara Max simplement. Quant à ce qui se passera ensuite, cela dépend en partie de toi aussi. Que veux-tu dire ? Demanda Pénélope, intriguée. Je te propose un choix, tu peux t'aligner avec ta mère, auquel cas je n'interviendrai pas mais je ne fournirai rien au-delà des trusts que tu as déjà, ou bien tu peux maintenir une relation indépendante avec chacune de nous. Il fit une pause, puis ajouta, ou alors, tu peux m'aider à t'aider. Les yeux d'Audrey se plissèrent, cherchant à comprendre l'étendue totale de la tromperie. Max consulta sa montre. Je ne m'attends pas à une réponse aujourd'hui. Prends le temps de réfléchir, vérifie les informations que je t'ai données, pose à ta mère des questions difficiles. Il se leva, laissant une carte de visite à chacune d'elles. Voici mon numéro privé. Je loge à l'hôtel Harborview, pas au motel où ta mère croit que je suis. Quand tu seras prête à reparler, appelle-moi. Alors qu'il s'éloignait, Pénélope l'appela, « Papa, tu comptais vraiment nous parler de l'argent, de la société ?» Max se retourna. « Tu aurais tout su le jour de tes 25 ans. Je voulais que vous développiez votre indépendance, que vous connaissiez vos propres capacités avant que la richesse ne complique les choses. » Sa voix s'adoucit légèrement. Mon grand-père m'a appris que le vrai caractère se révèle quand les gens pensent que personne d'important ne les observe. Plus tard dans l'après-midi, Max était assis en face de Lillian Lockhart, dans la serre baignée de soleil de la résidence assistée Riverside. À 73 ans, Lillian restait lucide malgré sa fragilité physique. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, » dit-elle en l'observant. « Vivant vous a toujours décrite comme timide. »« Les apparences peuvent être utiles, » répondit Max. « Madame Lockhart, je m'excuse d'arriver à l'improviste, mais je crois que nous avons des choses à discuter concernant votre fille. » Le rire de Lillian fut sec. « Quelle version de ma fille voulez-vous discuter ? Celle qu'elle vous montre ou la vraie vivant ? J'aimerais entendre parler de la vraie vivant. » Pendant 1 heure, Lillian peignit le portrait d'une fille calculatrice depuis l'enfance, manipulant les situations à son avantage, rejetant la faute sur les autres, abandonnant ceux qui ne lui servaient plus. « Elle m'a fait emménager ici après la mort de Walter, » expliqua Lillian en désignant la résidence. Elle a dit à tout le monde que c'était le meilleur soin que l'argent pouvait acheter. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que je suis dans la chambre la plus basique,
tandis qu'elle déduit le maximum pour les soins des personnes âgées sur ses impôts. Madame Lockhart, dit Max prudemment, seriez-vous prête à faire une déclaration sur certaines conversations que vous avez eues avec Vivant, notamment concernant ses projets pour son mariage? Les yeux de Lilian se plissèrent. Qu'avez-vous en tête? La justice, répondit Max simplement. 1 heure plus tard, Max quittait les lieux avec une déclaration sous serment signée et un enregistrement vocal détaillant les projets de Vivant pour exploiter au maximum son mariage avant de le quitter. Sa prochaine étape fut le Vermont, où Calvin Lockhart fermait son concessionnaire de voitures d'occasion pour la journée. Calvin, une version plus petite et tout aussi manipulatrice de Vivant, se montra hostile jusqu'à ce que Max évoque une opportunité d'affaires. Autour d'un verre dans un bar voisin, Calvin, assoupi par l'alcool, révéla des années de confidence de sa sœur sur ses activités extra-conjugales et ses stratagèmes financiers. Elle disait toujours que tu étais son ticket pour manger, jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive, balbutia Calvin. Sans rancune, mec, répondit Max avec assurance. Ça t'intéresserait une commission de consultants pour m'aider à comprendre les habitudes de ta sœur? Les yeux de Calvin s'illuminèrent à l'évocation de l'argent. Quelle commission tu proposes? À minuit, Max avait obtenu une autre déclaration sous serment ainsi que les détails d'un virement bancaire pour les services de consulting de Calvin. Ce dernier, titubant vers un taxi, ignorait qu'il venait de trahir sa sœur au profit de l'homme qu'elle avait sous-estimé pendant des décennies. De retour dans sa suite d'hôtel, Max nota les découvertes du jour dans son carnet. Ford arriva avec d'autres dossiers. Douglas Apprentice a accepté la réunion de demain, rapporta-t-il. Et j'ai compilé les relevés financiers que tu as demandés auprès de la société marketing ou travail vivant. Excellent, dit Max en étudiant les informations. Y a-t-il du nouveau concernant Terence? Ford répondit, il s'est enregistré au Marriott de l'aéroport il y a 2 heures, payé en liquide. J'ai essayé d'appeler tes filles 3 fois, sans réponse. Max hocha la tête, satisfait. Les premiers dominos tombaient exactement comme prévu. Et Vivant, toujours à la maison, faisait ses valises. Elle avait contacté 17 avocats différents aujourd'hui, aucun n'ayant accepté son dossier, car aucun à Boston n'était dénué de conflits d'intérêts avec mes entreprises. Max sourit faiblement. Une coïncidence utile. Ce n'est pas une coïncidence, corrigea Ford. C'est 10 ans de fiducie légale stratégique que tu as payé. Max ferma son carnet. Demain, nous rendons visite à Monsieur Apprentice. Ensuite, nous accélérons. Chapitre 4, l'architecte de la douleur. Le bureau de Douglas Apprentice, situé dans un coin prestigieux chez Meridian Marketing Group, témoignait de son importance exagérée. Des trophées ornaient les murs, mais un œil averti remarquerait qu'il s'agissait surtout de reconnaissance de participation, non d'accomplissement majeur. Monsieur Donahue, dit-il faussement chaleureux à l'arrivée de Max, quelle agréable surprise, même si, dans les circonstances avec Vivant, c'est un peu embarrassant. Max prit place, posant une fine mallette sur ses genoux. Je vous remercie de me recevoir, Douglas. Je comprends que vous avez travaillé étroitement avec ma femme pendant de nombreuses années. De simples collègues professionnels, répondit Douglas rapidement, avant d'ajouter, je suis désolé pour votre situation familiale. Max demanda calmement, c'est intéressant, puisque c'est vous qui avez présenté ma femme à son partenaire actuel, il y a environ 8 mois, lors du gala caritatif du Westridge Country Club. Le sourire de Douglas vacilla. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Max ouvrit sa mallette et en sortit un dossier. J'ai des déclarations de cette femme documentant votre arrangement avec Terence Walsh. Vous repérez des femmes malheureuses en mariage, disposant de ressources financières, vous les présentez à Terence, et vous touchez 10% de commission sur ce qu'il leur extorque. Le visage de Douglas pâlit. C'est absurde, complètement infondé, n'est-ce pas? Max sortit alors des relevés bancaires montrant des transferts de Terence vers son compte offshore aux îles Caïmans, ainsi que des photographies prouvant vos rencontres avec Terence, avant et après le début de sa relation avec Vivant. Douglas avala difficilement. Que voulez-vous? D'abord, votre démission immédiate de ce poste. Ensuite, une déclaration complète détaillant votre arrangement avec Terence, particulièrement en ce qui concerne ma femme. Enfin,
vous transférerez toutes les commissions perçues sur la situation de ma femme à une œuvre caritative que je choisirai. Vous ne pouvez pas prouver quoi que ce soit en justice, s'indigna Douglas, son assurance vacillante. Le sourire de Max ne monta jamais jusqu'à ses yeux. Douglas, vous vous méprenez. Je ne menace pas d'action judiciaire. Je vous offre un choix, une exposition publique humiliante qui détruira votre carrière et votre vie personnelle, ou une démission discrète, avec votre réputation en grande partie intacte. Et si je refuse? Max se tenait debout, rassemblant ses affaires. Alors, d'ici demain à 7 heures, chaque client de Meridian Marketing recevra un dossier détaillé sur vos activités. De plus, votre femme recevra des preuves de votre relation avec votre assistante Monica. C'est votre choix. Alors que Max s'éloignait, Douglas l'appela derrière lui. Elle ne t'a jamais aimé, tu sais, Vivian. Elle cherchait toujours quelque chose de mieux. Max s'arrêta, sans se retourner. Je sais. La différence, c'est que moi, j'en ai fini de chercher. Vivien Donag avait passé la journée dans une panique grandissante. Les déménageurs qu'elle avait engagés refusaient de continuer à emballer lorsqu'ils avaient reçu un appel de leur dispatcher au sujet d'un litige immobilier. Ses cartes de crédit avaient été refusées à l'hôtel où elle avait essayé de réserver une chambre. La banque avait gelé les comptes qu'elle pensait contrôler. Le plus inquiétant, c'était qu'aucun des avocats qu'elle avait contactés n'acceptait de prendre son dossier dès qu'ils entendaient le nom de son mari. Lorsque son téléphone portable sonna, affichant le numéro de son frère, elle répondit désespérément. « Calvin, Dieu merci, j'ai besoin de ton aide. »« Désolé, sœur. » La voix de Calvin était étrangement posée. « Je ne peux pas t'aider. »« Quoi ? » ?»« Je veux juste un endroit où rester, juste pour quelques jours, le temps de régler ça. »« Tu ne comprends pas, » répondit Calvin, « je ne peux plus être mêlé à toi, jamais. »« Pourquoi pas ? » « Ton mari m'a rendu visite, » dit Calvin, « il m'a montré des documents intéressants. Il s'avère que les prêts que je recevais de ta part venaient en réalité de lui depuis le début. Et maintenant, j'ai une vraie offre d'emploi, un travail légitime dans une entreprise légitime. Tout ce que j'ai eu à faire, c'était dire la vérité sur toi. Espèce de traîtresse, adieu Vivien. » Calvin interrompit. « Ne m'appelle plus. » La ligne se coupa, laissant Vivien fixer son téléphone, incrédule. Elle tenta immédiatement d'appeler ses filles, mais les deux appels allaient directement vers la messagerie vocale. Quand la sonnette retentit, elle se précipita pour ouvrir, espérant que ce soit Max venu négocier. Mais c'était un coursier, avec un autre document juridique. Celui-ci venait de son employeur, Meridian Marketing Group, mettant fin à son emploi avec effet immédiat. La raison invoquée, conflit d'intérêts non divulgués et violation des politiques d'éthique de l'entreprise. Vivien s'effondra sur les escaliers, le papier serré dans ses mains tremblantes. En seulement 24 heures, son monde soigneusement construit s'effondrait. Ce n'était pas le Maxwell qu'elle connaissait, cet homme passif et accommodant, évitant tout conflit à tout prix. Son téléphone sonna à nouveau. « Terence, il faut qu'on parle, » dit-il sans préambule. « Ce type, ton mari, qui est-il vraiment? » « Je ne sais plus, » avoua Vivien, « il ne se comporte plus comme lui-même. »« Eh bien, je viens de me faire virer du country club. »« Apparemment, ton mari a acheté une participation majoritaire ce matin et m'a fait renvoyer. Et mes comptes bancaires sont gelés. Peux-tu venir? Il faut qu'on règle ça ensemble. » Il y eut une pause révélatrice. « En fait, je pense qu'il vaut mieux qu'on se calme un peu. Ce type est clairement connecté, et je ne veux pas empirer les choses. Tu me quittes? » Vivien n'en croyait pas ses oreilles. « Écoute, appelle-moi quand ça se sera calmé. Je vais rester chez un ami hors de l'État pendant un moment. » Avant qu'elle puisse répondre, la ligne tomba. Vivien regarda autour de la maison, qui ne lui appartenait soudainement plus, au carton à moitié emballé qu'elle n'avait maintenant nulle part où envoyer. Pour la première fois, elle ressentit une vraie peur. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. Restaurant Harborview, 20h ce soir. Viens seul si tu veux négocier les conditions. M. Max était assis à une table privée dans le prestigieux Harborview, le restaurant le plus chic de Boston.
De sa place, il pouvait voir toute la salle tout en restant partiellement isolé. Il regarda sa montre, 19h58. Vivien arriva précisément à 20h, paraissant beaucoup moins soignée que d'habitude. Elle s'était clairement habillée pour lui plaire, une robe bleue conservatrice qu'il avait déjà complimentée, coiffure soignée comme il aimait, maquillage subtil. En s'approchant de sa table, ses yeux s'écarquillèrent devant son apparence. Le Max qu'elle connaissait portait des chinos froissés et des chemises décontractées. Ce Max portait un costume sur mesure, probablement plus cher qu'un loyer mensuel, avec une confiance tranquille qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Merci d'être venu », dit-il en se levant légèrement alors qu'elle prenait place. « Tu as été occupé », répondit-elle, essayant de paraître sûre d'elle. « En effet », fit-il en désignant le vin déjà servi pour elle. « Ton chardonnay préféré ?» Vivien le laissa intact. « C'est quoi ce jeu, Max ?» « Aucun jeu, Vivien, juste la vérité. » Enfin, il ouvrit une tablette et la fit glisser vers elle. « Voici mes conditions. » Vivien lut le document, son visage passant de l'incrédulité à la colère, puis finalement à la peur. « C'est fou, murmura-t-elle. Tu ne me donnes rien. Un petit appartement dans le New Hampshire, près de la maison de retraite de ma mère, une allocation mensuelle qui couvre à peine l'essentiel. Pas de somme forfaitaire, pas de bien. Considérant l'alternative, la faillite et des accusations potentielles de fraude, je crois que c'est assez généreux, répondit Max calmement. Les tribunaux ne permettraient jamais ça, aucun juge ne le ferait. Chaque juge des affaires familiales du Massachusetts a des enfants ou petits-enfants qui ont bénéficié de bourses établies par ma fondation, interrompit Max. Tous les grands cabinets d'avocats ont des liens avec mes entreprises. Ce n'est pas une négociation, Vivien, c'est une offre de clémence que tu ne mérites pas. La maîtrise de Vivien craqua. 22 ans, Max. Ça ne signifie rien pour toi. Ça signifiait tout pour moi, répondit-il, sa voix montrant enfin une émotion, une colère profonde et contrôlée. Je t'ai donné ma confiance, mon nom, ma loyauté. Tu m'as donné des mensonges. J'ai fait des erreurs, oui, mais des erreurs. Le rire de Max était creux. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Une erreur, c'est dire quelque chose de blessant sous le coup de la colère. Ce que tu as fait, c'est une trahison calculée, année après année. Il sortit des photos d'elle avec non seulement Terence, mais aussi 3 autres hommes sur les 5 dernières années, des relevés bancaires montrant son siphonnage systématique de fonds, des transcriptions de ses conversations avec sa mère et son frère à propos de ses plans pour le quitter une fois qu'elle aurait assez d'argent. « Depuis combien de temps me surveilles-tu » demanda Vivien d'une voix faible. « Assez longtemps. » « Signe cet accord, Vivien. Pars avec quelque chose plutôt que rien. » Ses yeux s'illuminèrent. « Et si je refuse ? Si je me bats, je pourrais aller voir les médias. Un homme riche cache sa femme, mène une double vie. » Max sourit, mais c'était le sourire froid d'un prédateur. « Vas-y. J'ai aussi préparé un dossier de presse, complet, avec des preuves de tes affaires, de tes manipulations financières, de ton traitement de ta mère, de tes commentaires à nos filles à mon sujet. Es-tu prête pour Audrey ? Pénélope de voir ce côté de toi à la simple évocation de leur fille. » Vivien pâlit. « Où sont-elles ? Qu'est-ce que tu leur as dit ? » Je ne leur ai dit que la vérité, avec des preuves qu'elles peuvent vérifier de manière indépendante. Ce qu'elles décident de faire avec ces informations leur appartient. Vivien fixa l'accord pendant un long moment, puis regarda son mari. Cette étrangère qu'elle prétendait ne jamais vraiment connaître. « Qui es-tu » murmura-t-elle. « Je suis exactement celui que j'ai toujours été, » répondit Max, « tu n'as simplement jamais pris la peine de regarder au-delà de ce que tu voulais voir. » Vivien signa l'accord d'une main tremblante. À ce moment, Max remarqua un message apparaître sur son téléphone. V1 paquet pour un nouveau départ de la part de ton mari, 500 000 pour disparaître et ne plus jamais te contacter. Désolé, chérie. Max se permit un petit hochement de tête satisfait. Terence avait été encore plus facile à soudoyer que prévu. Une dernière chose, dit Max alors que Vivien se levait pour partir. Ton nouvel appartement sera prêt demain. Une voiture viendra te chercher à midi.
N'emporte que tes affaires personnelles, tout le reste reste ici. Vivien, la voix brisée, demanda. Pourquoi m'as-tu tout caché pendant toutes ces années? L'argent, l'entreprise, était-ce juste pour me piéger comme ça? Max répondit pensivement. Non. C'était un test. J'espérais désespérément que tu le réussirais. Il leva les yeux vers elle, ses yeux clairs et froids. Tu as échoué il y a longtemps, Vivien. J'ai juste arrêté d'espérer que tu changerais. Chapitre 5, le renversement de la situation. Le penthouse de luxe qui servait de véritable résidence à Max occupait les 2 derniers étages d'un immeuble discret dans le quartier financier de Boston. Peu de gens connaissaient son existence, un choix délibéré fait des années auparavant par Max pour séparer sa vie publique de sa vie privée. Le lendemain matin, après sa rencontre avec Vivien, il était assis dans son bureau à domicile, en train d'examiner des rapports, lorsque le système de sécurité annonça l'arrivée de visiteurs, ses filles. Max observa sur le moniteur alors qu'elles entraient dans l'ascenseur privé, visiblement nerveuses et mal à l'aise. À leur entrée dans le penthouse, leur choc était évident. L'endroit contrastait fortement avec la modeste maison coloniale dans laquelle elles avaient grandi, un espace minimaliste et élégant, décoré d'œuvres d'art de qualité muséale, avec une vue imprenable sur la ville. « Papa » appela Audrey hésitante. Max sortit de son bureau. « Merci d'être venu. Voulez-vous un café? »« C'est quoi cet endroit ?» demanda Pénélope en tournant lentement sur elle-même pour observer les lieux. « Ma maison » répondit simplement Max. Pendant les 15 dernières années, pendant que nous grandissions, commença Audrey, dans une maison confortable de 4 chambres, dans un quartier sûr avec d'excellentes écoles. Max acheva sa phrase. Oui. Les jumelles échangèrent un regard, communiquant silencieusement comme elles le faisaient depuis leur enfance. On a parlé à maman hier soir, dit enfin Pénélope. Elle était différente, effrayée, elle aurait dû l'être. Ses plans se sont effondrés de manière spectaculaire, déclara Max sans émotion. Tu l'as détruit, intervint Audrey. Tu utilises ton argent et ton pouvoir pour la punir. C'est bien comme ça qu'elle le formule? Max fit signe qu'elle s'asseye dans le salon. Est-ce qu'elle vous a parlé du fait qu'elle trahissait notre mariage systématiquement depuis au moins 5 ans? Ou qu'elle prévoyait de divorcer une fois qu'elle aurait sécurisé assez d'actifs? Ou peut-être vous a-t-elle dit qu'elle vous mentait sur votre situation financière toute votre vie? Les jumelles restèrent silencieuses, mal à l'aise. On a trouvé nos documents de fiducie, admit Audrey finalement. On les a vérifiés indépendamment, ils sont vrais. Pourquoi mentirait-elle à propos de nos fonds pour l'université alors qu'on avait effectivement des trusts? Pénélope demanda, sincèrement confuse. Contrôle. Max répondit simplement. Si vous pensiez être dépendante de sa gestion financière, cela lui donnait du pouvoir. C'est la même raison pour laquelle elle me dépeignait comme financièrement incapable, pour s'assurer de votre loyauté en cas de conflit. C'est horrible, murmura Pénélope. On a aussi parlé à grand-mère Lockhart, ajouta Audrey. Elle nous a dit des choses sur maman, des schémas qu'on n'avait jamais remarqués. Max observait attentivement ses filles. Elles étaient intelligentes, jeunes femmes sur le seuil de l'âge adulte, confrontées à l'effondrement de leur vision de la famille. Je ne m'attends pas à ce que vous preniez parti, dit-il enfin. Quoi qu'il arrive entre votre mère et moi, vous êtes toutes les deux mes filles, ça ne changera jamais. Mais vous faites partir maman au New Hampshire, protesta Pénélope. Vous lui prenez tout. Pas tout, corrigea Max, elle aura un endroit confortable où vivre, une allocation suffisante pour ses besoins, et la possibilité de reconstruire une relation avec ses filles. Ce qu'elle n'aura pas, c'est la richesse qu'elle espérait extraire de notre mariage, ni Terence qui a accepté de disparaître contre de l'argent. Elle t'a trompé, dit Audrey franchement. Plusieurs fois, apparemment. Et elle nous a menti toute notre vie. Pourquoi tu n'as pas divorcé il y a des années quand tu l'as découvert? L'expression de Max s'adoucit légèrement. Pour vous aussi. Je voulais que vous ayez une famille intacte au moins jusqu'au lycée. Et peut-être que je gardais espoir qu'elle changerait. Pénélope, la jumelle la plus émotive, avait les larmes aux yeux. Toutes ces fois où elle nous a dit que tu nous retenais financièrement, que nous ne pouvions pas avoir certaines choses parce que tu ne travaillais pas assez dur.
Je suis désolé que vous ayez été mise dans cette position, dit Max sincèrement. J'ai fait des erreurs moi aussi. Mon secret, bien que destiné à protéger notre famille, a clairement eu des conséquences inattendues. Audrey, toujours pratique, se pencha en avant. Et maintenant, que va-t-il se passer pour nous tous? Ça dépend en partie de ce que vous voulez toutes les deux, répondit Max, vous êtes adultes maintenant. Vous pouvez choisir de maintenir des relations avec votre mère et moi, ou vous concentrer sur vos études et nous laisser régler nos problèmes sans votre implication. Les jumelles échangèrent un autre regard. On veut te connaître, dit Audrey enfin, le vrai toi, pas la version que maman a décrite toutes ces années. Et Pénélope ajouta. On veut comprendre notre histoire familiale, d'où tout cela vient, qui nous sommes vraiment. Max ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, l'espoir. J'aimerais beaucoup ça. La conversation dura des heures, Max partageant l'histoire de la fuite de son grand-père de Russie avec des secrets scientifiques, son propre travail initial dans l'industrie pharmaceutique, et l'empire qu'il avait bâti tout en gardant son identité secrète de modeste chercheur scientifique le soir venu. Lorsque les jumeaux se préparèrent à partir, une nouvelle compréhension commençait à naître entre eux, pas encore de pardon ni de réconciliation complète, mais une base pour guérir. En attendant l'ascenseur, Pénélope demanda doucement. « Papa, pardonneras-tu un jour maman ?» Max réfléchit. Le pardon demande du vrai remords, pas seulement le regret d'avoir été prise. Ta mère ne l'a pas encore montré. Audrey ajouta. Si elle le fait, elle aura mûri. Max répondit. Mais notre mariage est fini. Certaines trahisons ne s'effacent pas. Après leur départ, Max actualisa ses plans. Leur réaction avait dépassé ses attentes, elle cherchait la vérité, sans accepter aveuglément. Ford arriva avec des nouvelles survivants, qui avaient passé la journée à essayer d'obtenir de l'aide juridique et financière, bloquée systématiquement. Elle serait récupérée demain. L'appartement du New Hampshire est prêt, simple mais fonctionnel. Sa mère a été transférée dans un service premium, confirma Ford. Max ordonna. Assurez-vous que son allocation mensuelle soit versée sur son compte, à condition qu'elle reste dans le New Hampshire et rende visite à sa mère chaque semaine. Ford observa. C'est dur de l'exiler ainsi. Max répondit. C'est une chance de grandir. Puis Max déclara. La prochaine phase, cibler Douglas Apprentice et son réseau. Je veux que tous les complices de ce système soient exposés et neutralisés. Terence est déjà en Australie avec son paiement et un billet aller simple. Ford acquiesça. C'est le moins dangereux, juste un outil. Les vrais coupables sont Douglas et les autres facilitateurs. Max conclut, le visage dur. Une fois terminé, personne à Boston n'osera recommencer. Et elle a sorti une enveloppe. Elle m'a demandé de vous la remettre. Elle a dit que ce n'était pas pour les avocats ni rien de formel, juste pour que vous puissiez la lire. Max a accepté l'enveloppe sans l'ouvrir. Merci de la lui avoir remise, a-t-il reconnu. Après avoir été licencié, Calvin s'est levé pour partir. À la porte, il s'est arrêté un instant, puis a ajouté, pour ce que ça vaut, Monsieur Donag, le travail que vous m'avez arrangé, ça a changé ma vie. C'est la première vraie opportunité légitime que j'ai eue. Je vous en suis reconnaissant, même si je ne comprends pas pourquoi vous l'avez fait. Une fois Calvin parti, Max a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite de Vivien, la première communication directe depuis leur rencontre au Harborview, 3 mois plus tôt. Max, je ne m'attends ni à votre pardon, ni même à votre compréhension. Ce que je vous ai fait toutes ces années est impardonnable, et je le vois clairement maintenant. L'ironie ne m'échappe pas, ce n'est que lorsque vous m'avez montré qui vous étiez vraiment que j'ai reconnu votre véritable valeur. L'homme que je n'ai jamais pris la peine de voir sous la façade. Ces mois d'exil m'ont donné le temps de réfléchir. Maman et moi parlons maintenant, vraiment parlons. Elle m'a montré des miroirs que j'ai évités toute ma vie. Ce n'est pas joli à voir. Je ne vous demanderai pas de changer les termes de notre arrangement, je ne mérite rien de mieux. Mais je voulais que vous sachiez que je suis sincèrement désolé pour la douleur que je vous ai causée. Pas désolé d'avoir été prise, pas désolé d'avoir perdu mon style de vie,
désolé d'avoir trahi la seule personne qui m'aimait vraiment, avec mes défauts et tout. Les filles me disent que vous allez bien. Je suis contente qu'elles parlent de vous avec respect maintenant, quelque chose que je leur ai volé trop longtemps avec mes mensonges. Je ne sais pas si vous lirez jamais ceci ou si vous demanderez simplement à vos avocats de le classer, mais j'avais besoin de l'écrire quoi qu'il arrive. Vivien. Max a lu la lettre 2 fois, puis l'a posée de côté, pensif. Il a appuyé sur l'interphone. Patricia, veuillez demander à Ford de me rejoindre. Quand Ford est arrivé, Max lui a tendu la lettre de Vivien. Qu'en pensez-vous? Ford l'a lu attentivement. Ça pourrait être sincère, ou bien une nouvelle manipulation. Difficile à dire avec elle. C'est exactement ce que je pensais, a acquiescé Max. Organiser une surveillance supplémentaire dans le New Hampshire. Je veux savoir si ce remords apparent se traduit par un véritable changement de comportement. Et si c'est le cas, demanda Ford. Alors, nous réévaluerons soigneusement. Plus tard ce soir-là, Max a retrouvé ses filles pour dîner dans un restaurant chic du centre-ville. Les deux jeunes femmes étaient retournées à l'université après les bouleversements de l'été, mais elles prenaient le temps de dîner chaque semaine avec leur père. Comment va le nouveau projet de recherche? Demanda Audrey en attendant leur plat. Elle avait commencé un stage au département de recherche de Helix Pharmaceuticals, montrant un talent naturel pour le métier familial prometteur. Les résultats des essais pour le nouveau système de livraison dépassent les attentes, répondit Max. Pénélope, qui avait choisi une voie différente de la psychologie, avec une spécialisation sur les systèmes familiaux, observait son père attentivement. Tu sembles distrait ce soir, papa, remarqua-t-elle. Max sourit légèrement. Sa fille cadette, née 7 minutes après Audrey, avait toujours été perspicace. J'ai reçu une lettre de votre mère aujourd'hui. Les jumelles se redressèrent, échangeant un rapide regard. Qu'est-ce qu'elle dit? Demanda Audrey prudemment. Elle exprime des remords. Elle affirme réfléchir à ses choix. Tu lui fais confiance? Demanda Pénélope. Max prit un moment pour réfléchir. Je réserve mon jugement. Les gens peuvent changer, mais cela demande en général une motivation profonde et un effort constant. Nous lui avons parlé hier, admit Audrey. Elle semble différente, moins défensive, plus prête à reconnaître ses erreurs. Elle s'est renseignée sur toi, ajouta Pénélope. Pas sur l'argent, ni sur le divorce ou quoi que ce soit de pratique, mais elle voulait savoir si tu étais heureux. Max haussa un sourcil, vraiment surpris. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que tu semblais plus toi-même maintenant, répondit Audrey. Plus authentique que tu ne l'as jamais été quand vous étiez ensemble. La conversation dévia vers d'autres sujets, mais tout au long de la soirée, Max repensa à la lettre de Vivien. Non pas par attachement persistant, mais par curiosité scientifique naturelle, était-il vraiment possible qu'un changement fondamental de caractère existe? Après le dîner, en se dirigeant vers leur voiture, Pénélope demanda doucement. « Papa, si maman change vraiment, envisagerais-tu de lui pardonner ?» Max s'arrêta, réfléchissant soigneusement à sa réponse. Le pardon n'est pas une transaction simple, Pénélope. Il n'efface pas les conséquences ni ne restaure la confiance. Mais est-ce possible? Je peux reconnaître un remords sincère s'il existe, dit-il finalement. Je peux même respecter les efforts sincères pour changer. Mais certaines trahisons changent le paysage de façon permanente. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Audrey, toujours très pragmatique, posa la question que sa sœur évitait. Allez-vous assouplir ces restrictions? La laisser sortir du New Hampshire? Peut-être augmenter son argent de poche? Max réfléchit. Si son comportement sur la durée suggère une véritable croissance, et non une performance temporaire pour un public, alors oui. En rentrant seul chez lui, Max se retrouva à un carrefour. Les premières phases de son plan s'étaient déroulées parfaitement, Vivien avait été écarté de sa vie, sa véritable identité révélée, ses filles mises dans la confidence, et ceux qui avaient facilité la trahison de sa femme avaient été punis. Ce qui restait à décider, c'était quel genre d'homme il voulait être dans la suite des événements, impitoyable jusqu'au bout, ou capable de clémence mesurée quand elle est justifiée. Il n'avait pas encore de réponse. Mais pour la première fois depuis des mois,
il se permit d'envisager la possibilité que même Vivien Lockhart puisse être capable d'un véritable changement. Chapitre 8 : Le rééquilibrage. 6 mois après la lettre de Vivien, l'hiver s'était installé sur Boston. Max avait trouvé une nouvelle normalité, gérant ouvertement ses entreprises, développant des relations plus proches avec ses filles, et même réintégrant prudemment des cercles sociaux selon ses propres conditions. La fondation Donag était devenue son centre d'attention publique, avec des initiatives combinant stratégiquement ses intérêts scientifiques à des messages subtils sur la confiance et responsabilité, la presse l'avait surnommé le milliardaire énigmatique de Boston, fasciné par la double vie qu'il menait depuis des décennies. Par un matin enneigé de décembre, Max reçut un appel inhabituel de Lillian Lockhart. « Monsieur Donag », commença Lillian avec formalité. « J'espère ne pas dépasser les bornes en vous contactant directement. »« Pas du tout, Madame Lockhart », répondit Max calmement. « Comment trouvez-vous votre nouveau logement ?» Max lui avait organisé une suite premium peu après la relocalisation de Vivant dans le New Hampshire. « Très agréable, merci, mais ce n'est pas pour cela que je vous appelle. » Elle marqua une pause, puis reprit. « C'est à propos de Vivant. » La poigne de Max se raffermit imperceptiblement sur le téléphone. « Est-elle bien, physiquement ? » ?»« Oui, mais je crois que vous devez savoir quelque chose. Elle fait du bénévolat 3 jours par semaine, depuis 4 mois, dans un refuge pour femmes à Portsmouth. Elle conseille des femmes ayant quitté des relations abusives ou ayant subi une exploitation financière. Cette information était inattendue. La surveillance de Max avait confirmé les visites régulières de Vivant à sa mère, mais n'avait pas révélé cette activité. « C'est louable, » dit Max avec précaution. « Elle ne sait pas que je vous appelle, » continua Lillian. Elle ne le fait pas pour se montrer, pas de post sur les réseaux sociaux, aucune tentative pour susciter la sympathie. Elle fait simplement ce travail. La voix de Lillian s'adoucit. J'ai connu ma fille toute sa vie, Monsieur Donag. Je ne l'ai jamais vue s'investir dans quelque chose qui ne lui apporte pas un bénéfice personnel immédiat. Les gens peuvent nous surprendre. Max acquiesça. Oui, parfois même eux-mêmes. Lillian marqua une nouvelle pause, puis ajouta. Elle est également sobre depuis 5 mois, elle assiste régulièrement à des réunions. Merci de partager cela, Madame Lockhart. J'apprécie votre franchise. Après avoir raccroché, Max resta un moment silencieux, plongé dans ses pensées. Puis il appela Ford. Il faut que j'aille dans le New Hampshire, dit-il simplement. Organisez cela discrètement. Portsmouth, New Hampshire, était une charmante ville côtière, sublimée par la neige fraîche qui mettait en valeur son architecture coloniale. Max observa depuis sa voiture garée lorsque Vivant sortit du centre où elle faisait du bénévolat. Elle avait changé, plus mince, vêtue de façon simple, et les cheveux coupés plus courts que pendant leur mariage. Elle marchait avec une femme visiblement en détresse, qu'elle encourageait en la guidant vers un café en face. Max la suivit à distance discrète, prenant place à une table dans un coin pour observer sans être vu. Pendant près d'1 heure, il la vit écouter attentivement cette femme, lui offrant parfois des conseils pratiques. Quand elles se séparèrent, Vivant la serra chaleureusement dans ses bras. Ce contraste avec la Vivant qu'il connaissait, cette femme ambitieuse toujours calculatrice, toujours en représentation, suscita une réelle intrigue en Max. Alors que Vivant rassemblait ses affaires pour partir, elle le remarqua enfin. La couleur quitta son visage, elle resta figée un instant, puis s'approcha de sa table, visiblement inquiète. « Max » dit-elle doucement. « C'est inattendu. Puis-je m'asseoir » Il fit un geste vers la chaise en face de lui. Vivant hocha la tête et s'assit prudemment. « Comment m'as-tu trouvé ?»« Je sais toujours où tu es » répondit Max d'un ton posé. « Ta mère m'a appelé ce matin. »« Maman ?» Vivant parut surprise. « Pourquoi ?»« Elle voulait que je sache pour ton bénévolat, elle a dit que tu aidais des femmes en difficulté. » Vivant baissa les yeux vers ses mains. « Ce n'est pas grand-chose, j'essaie juste d'être utile. » Cette femme avec qui tu étais, elle semblait en détresse. Lisa. Son mari a vidé leur compte et a disparu le mois dernier, la laissant avec 2 enfants et une montagne de dettes. L'expression de Vivant se durcit légèrement.
Ça te rappelle quelque chose? Sauf que c'était toi qui préparais ce scénario dans notre cas, nota Max sans émotion. Vivant grimaça, mais ne nia pas. Oui, c'était moi. C'est pour ça que je peux aider des femmes comme Lisa à gérer les conséquences. Je comprends la mentalité de ceux qui leur font du mal. Ils restèrent un moment silencieux, le poids de leur histoire commune flottant entre eux. Ta lettre, dit enfin Max. Tu pensais vraiment ce que tu as écrit? Chaque mot, répondit Vivant sans hésiter. Même si je ne m'attends pas à ce que tu le crois. Pourquoi ce changement, Vivant? Après 22 ans d'intérêt personnel calculé, pourquoi cette soudaine conscience? Elle réfléchit sérieusement. Ce n'est pas soudain, c'est cumulatif, tout perdre, être forcé de voir ma mère chaque semaine, celle qui connaît tous mes pires défauts et ne me laisse pas me cacher, voir nos filles te choisir parce que tu leur offrais la vérité alors que je leur donnais la manipulation. Elle fit une pause. Surtout, c'est enfin te voir clairement, l'homme que tu es vraiment, pas la fiction commode que j'avais créée. Et qui suis-je selon toi maintenant? Demanda Max, sincèrement curieux. Quelqu'un d'intègre, qui valorise la vérité plus que le confort, capable à la fois de justice et de miséricorde. Quelqu'un que je n'ai jamais mérité. Max l'observa, cherchant des signes de l'ancienne Vivant, des émotions jouées, une vulnérabilité calculée qu'elle utilisait si bien pendant leur mariage. Il trouva plutôt une franchise brute, une directeté qu'il n'avait jamais vue chez elle auparavant. J'ai reçu un message de mes avocats hier, dit Max en changeant de sujet. Le divorce est finalisé, tu devrais bientôt recevoir les papiers. Je sais, répondit Vivant calmement. Mon avocat m'a appelé. J'ai fait quelques ajustements au terme, continua Max. L'appartement est maintenant à ton nom, ce n'est plus une location. La location mensuelle a été augmentée modestement. Les restrictions géographiques ont été levées, tu n'es plus obligé de rester dans le New Hampshire. Vivant leva les yeux, surprise. Pourquoi? Ta mère parlant bien de tes efforts. Ma surveillance confirme un changement de comportement durable. Les termes visaient à être punitifs, mais aussi réhabilitatifs. Tu sembles être en réhabilitation. Merci, dit-elle simplement. Même si je ne suis pas sûr de vouloir quitter Portsmouth, j'ai commencé à construire quelque chose ici, quelque chose de réel. Max acquiesça, un léger signe d'approbation dans le regard. Le choix t'appartient désormais. Alors qu'il se préparait à partir, Vivant demanda. Les filles ont mentionné que tu organises Noël dans ton Penthouse. Es-tu heureux maintenant? Vraiment? La question le prit un peu au dépourvu. Je suis en paix, répondit-il prudemment. Je ne vis plus divisé contre moi-même. C'est une forme de bonheur en soi. Vivant sourit tristement. Je suis contente que tu mérites ça, au moins. Max se leva pour partir, mais s'arrêta. Le centre où tu fais du bénévolat, ont-ils besoin de soutien financier? Toujours, répondit Vivant. Il fonctionne avec un budget très limité. Max hocha la tête. Je vais demander à la fondation Donag de les contacter anonymement. Ils apprécieront. Moi aussi, dit Vivant. En s'éloignant, Max réalisa quelque chose d'inattendu, la colère brûlante qui avait alimenté sa vengeance méticuleuse s'était refroidie. Pas en pardon exact, mais en une forme d'indifférence. Vivant ne détenait plus aucun pouvoir sur ses émotions, ni positif ni négatif. C'était, décida-t-il, la victoire finale, la liberté. Non seulement de sa trahison, mais de son emprise sur son esprit. Chapitre 9, le jugement final. Le printemps arriva à Boston avec son mélange habituel de fraîcheur persistante et de croissance timide. Un an s'était écoulé depuis le jour où Vivant avait jeté les affaires de Max sur leur pelouse trempée de pluie, déclenchant une série d'événements qui avaient transformé leur famille à jamais. Max se tenait à la fenêtre de son Penthouse, observant la ville s'éveiller en contrebas. Son téléphone vibra, un message de Ford. Rapport final de surveillance attaché. Comme convenu, la surveillance prend fin aujourd'hui. Depuis 12 mois, Max avait maintenu une surveillance discrète sur Vivant, en réduisant progressivement son intensité, à mesure que son comportement montrait un changement sincère. Aujourd'hui marquait la fin de ce chapitre,
une décision prise non par sentimentalisme, mais par pragmatisme. Les données étaient claires, une surveillance supplémentaire ne servait plus à rien. L'année passée avait été une transition remarquable. Helix Pharmaceuticals prospérait sous sa direction désormais publique. La fondation Donag s'était affirmée comme une force philanthropique majeure à Boston. Ses filles avaient obtenu leur diplôme avec mention, Audrey travaillait déjà en recherche chez Helix, Pénélope poursuivait des études supérieures en psychologie. La sonnette interrompit ses pensées. Ses filles étaient arrivées pour leur brunch hebdomadaire, une tradition instaurée lors de la réorganisation familiale. « Papa » dit Pénélope en le serrant dans ses bras. « Tu ne devineras jamais qui nous avons croisés hier. » Douglas Apprentice, ajouta Audrey. Il a l'air absolument terrible, il travaille comme vendeur de voitures à révérer. Comme quoi, même les grands peuvent tomber, observa Max calmement. Puis les guida vers la salle à manger où leur repas les attendait. Alors qu'ils s'installaient, Audrey hésita avant de dire. Nous avons aussi parlé à maman hier. L'expression de Max resta neutre. Et comment va ta mère? Bien, en fait, répondit Pénélope en observant la réaction de son père. Elle a été promue directrice de programme au Centre pour femmes et elle reprend des études à temps partiel, un diplôme en travail social. C'est louable, dit sincèrement Max. Elle a demandé de tes nouvelles, ajouta Audrey avec précaution. Pas d'un point de vue personnel, elle voulait savoir si nous pensions que la Fondation Donag pourrait être intéressée par une nouvelle initiative que le Centre développe pour l'éducation à la littératie financière des femmes vulnérables. Max réfléchit un instant. Qu'elle envoie une proposition formelle à la Fondation. Elle sera évaluée à sa juste valeur, comme tout autre. Les jumelles échangèrent un regard. Papa, commença Pénélope avec hésitation. Cela fait 1 an, maman a vraiment changé. Elle a construit une nouvelle vie, tournée vers l'aide aux autres. Elle a fait amende honorable là où c'était possible. Je suis au courant, répondit Max d'un ton calme. C'est pour cela que j'ai assoupli progressivement les restrictions sur sa situation de vie. Et elle a augmenté son soutien financier, mais tu refuses toujours de lui parler directement, Audrey a souligné que tout passait par les avocats ou par nous. Max posa sa fourchette, sérieux, au sujet de ses filles. Que proposes-tu exactement? Pas de réconciliation, demanda Audrey, précisant rapidement. Nous comprenons que ce ne soit pas possible, juste une clôture. Peut-être, suggéra Pénélope, pour nous tous. Le divorce est final, vous êtes tous les deux passés à autre chose, peut-être est-il temps de laisser partir les derniers vestiges de colère. Max réfléchit attentivement à leurs paroles. Ses filles avaient fait preuve d'une résilience et d'une maturité remarquables tout au long de cette tourmente familiale. Elles méritaient son honnête réflexion. Je ne nourris plus de colère envers ta mère, dit-il finalement. La colère demande un investissement émotionnel, ce que je maintiens, ce sont des limites, la conséquence naturelle d'une confiance brisée. C'est juste, reconnut Audrey. Nous pensions simplement que tu pourrais garder un ressentiment qui te nuit davantage qu'à elle. Max termina la pensée. J'apprécie votre inquiétude, mais je vous assure que mes décisions sont rationnelles, pas émotionnelles. La conversation dériva vers d'autres sujets, mais Max ne pouvait s'empêcher de revenir aux remarques de sa fille après leur départ. Maintenait-il la distance avec Vivien, non par pragmatisme, mais par douleur persistante? Plus tard dans l'après-midi, Max assista à l'inauguration officielle du centre de recherche Donag à l'hôpital général du Massachusetts, une installation ultramoderne financée par sa fondation. Alors qu'il coupait le ruban cérémonial et prononçait un bref discours sur l'importance de l'innovation médicale, son regard balaya la foule assemblée et s'immobilisa un instant. Au dernier rang se tenait Vivien, vêtue simplement mais avec professionnalisme. Leurs yeux se croisèrent brièvement avant qu'elle ne détourne le regard, manifestement incertaine de son accueil. Après la cérémonie, tandis que les invités circulaient et visitaient les lieux, Max l'aborda directement. « C'est inattendu », dit-il sans préambule. « J'espère que ma présence n'est pas indésirable », répondit Vivien, la tension palpable dans sa posture. « Audrey m'a parlé de l'inauguration, j'avais envie de voir ton travail de mes propres yeux. »« Pourquoi hésites-tu, Vivien ?» demanda-t-il. « La clôture, peut-être. Voir enfin l'homme que tu es vraiment, »
faire ce à quoi tu étais destiné, la personne que j'aurais dû soutenir au lieu de saboter. Avant que Max ne puisse répondre, ils furent interrompus par Bernard Whitmore. Max, quelle cérémonie brillante! S'enthousiasma Bernard avant de remarquer Vivien. Oh, Madame Donag, je ne savais pas que vous étiez là. C'est Mademoiselle Lockhart maintenant, corrigea doucement Vivien, et je ne suis qu'une invitée, Bernard, ici pour soutenir une cause importante. Elle s'excusa avec grâce et se dirigea vers la sortie. Max la regarda partir, notant l'absence de cette performance sociale manipulatrice qui avait autrefois marqué sa présence. Plus tard dans la soirée, Max était dans son bureau à la maison, passant en revue les événements de la journée. Sur un coup de tête, il ouvrit son serveur sécurisé et accéda au rapport final de surveillance sur Vivien. Il documentait une vie remarquablement transformée, emploi stable au centre pour femmes, cours réguliers vers son diplôme, sobriété maintenue, vie simplifiée, focalisée sur le service plutôt que sur l'acquisition. Son téléphone sonna, numéro masqué. Maxwell Donag, répondit-il. C'est moi, Vivien, dit-elle simplement. J'espère que ce n'est pas un mauvais moment. Audrey m'a donné ton numéro privé pour les urgences. Y a-t-il une urgence, demanda Max, son ton neutre. Non, rien de tel. Je voulais juste te remercier de ne pas m'avoir fait exclure de la cérémonie aujourd'hui. Je n'aurais pas dû venir sans demander avant. C'était un événement public, répondit Max. Tu avais autant le droit d'y être que n'importe qui. Le silence s'installa un moment. Je voulais aussi dire quelque chose, continua Vivien. Te voir aujourd'hui dans ton élément, respecté pour tes vraies réalisations, m'a rendu fier de toi. Max, pas comme mon ex-mari, ni pour ce que ton succès pourrait signifier pour moi, mais simplement fier de t'avoir connu, de te voir vivre authentiquement. Max fut surpris par sa sincérité. Merci, c'est généreux et inattendu. La proposition pour le programme d'éducation financière sera sur le bureau du directeur de ta fondation demain, ajouta Vivien, changeant de sujet. J'espère que tu la considérerais pour ses mérites. Ces femmes ont besoin des compétences que je n'avais pas, la capacité de construire leur propre sécurité plutôt que de la chercher par la manipulation des autres. Je la passerai en revue personnellement, promit Max. Quand l'appel se termina, Max réalisa que la conversation n'avait pas eu la tension à laquelle il s'attendait. À la place, il y avait eu une reconnaissance calme de leur passé partagé et de leur futur séparé. 2 semaines plus tard, Max se tenait sur la terrasse d'observation de son centre de recherche à Cambridge, regardant les scientifiques travailler dans les laboratoires en contrebas. Son téléphone vibra avec un message de Ford. Résolution finale accomplie, Terence Walsh expulsé d'Australie pour fraude de visa, aucun fil à dénouer restant. Max se permit un petit hochement de tête satisfait. Le dernier acteur dans le drame de la dissolution de son mariage avait subi ses conséquences finales. Le cercle était maintenant complet. Son assistante s'approcha avec une tablette. Le conseil d'administration de la Fondation Donag a approuvé à l'unanimité le financement du programme d'éducation financière du Centre pour femmes de Portsmouth. Ils ont été très impressionnés par la proposition. Dois-je lancer les documents de subvention? Oui, confirma Max. Et ajoute une subvention supplémentaire confidentielle pour augmenter la capacité du programme, pour le montant total que j'ai indiqué hier, bien sûr, monsieur. Aussi, tes filles t'attendent dans ton bureau pour le trajet à l'aéroport. Audrey et Pénélope effectuent leur premier voyage international pour visiter la terre natale de leur arrière-grand-père, un périple d'exploration patrimoniale que Max avait organisé comme cadeau de fin d'études. « Papa, es-tu sûr de ne pas venir avec nous ?» demanda Pénélope en entrant dans son bureau. « Ça signifierait tellement que tu sois là, pour expliquer en personne le parcours de grand-père Alexander. Ce voyage est pour vous, pour découvrir vos racines indépendamment, répondit Max. Ma présence colorerait votre expérience. C'est votre voyage. Alors qu'elle disait au revoir, Audrey demanda hésitante. On a entendu que la fondation avait approuvé le programme de maman. Merci pour ça. Le programme a du mérite, répondit simplement Max. Son auteur est sans importance par rapport à sa valeur. Les jumelles échangèrent un regard qu'il avait appris à reconnaître, leur communication silencieuse lorsqu'elles évaluaient un de leurs parents.
Tu as vraiment laissé tomber, hein? Observa Audrey. La colère et la douleur ne sont pas oubliées, précisa Max, mais libérées de leur pouvoir d'influencer mes décisions. Pénélope sourit. C'est la plus proche chose au pardon, non? Peut-être, admit Max, même si je préfère penser que c'est de la clarté. Les gens doivent être vus pour ce qu'ils sont vraiment, pas pour ce qu'on voudrait qu'ils soient, ni pour ce qu'ils prétendent être, même s'ils changent. Le changement n'efface pas l'histoire, insista Pénélope. Il crée un nouveau présent, répondit Max. Ta mère semble créer un présent qui mérite reconnaissance, mais pas révision du passé. Après le départ de ses filles pour leur voyage, Max retourna à la terrasse d'observation. En dessous, les scientifiques travaillaient sur des traitements qui sauveraient des milliers de vies, son véritable héritage, bien au-delà du drame personnel qui avait consumé l'année écoulée. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu, un lien vers un article de presse sur la subvention de la fondation Donag au Centre pour femmes de Portsmouth, accompagné d'un simple message. Merci d'avoir jugé le travail sur ses mérites. Cela aidera de nombreuses femmes à trouver le chemin de l'indépendance. Max ne répondit pas, mais ne bloqua pas non plus le numéro. Certaines portes restent fermées à jamais, mais des fenêtres peuvent parfois s'ouvrir pour des raisons spécifiques et limitées. Alors qu'il observait les scientifiques en dessous, Max réfléchit au chemin parcouru depuis cette pelouse trempée de pluie un an plus tôt jusqu'à ce moment d'achèvement. L'époux qui avait hoché la tête calmement tandis que ses affaires étaient jetées sur l'herbe mouillée n'était pas faible, mais stratégique, conservant son énergie pour la vraie bataille à venir. L'épouse qui avait crié triomphalement en vidant tout avait eu raison sur un point, le mariage avait été vidé de toute prétention, toute illusion, tout faux compromis. Et le document qui avait blanchi le visage de Vivien le lendemain n'avait été que la première page d'une longue histoire de justice, non de vengeance, mais de conséquences proportionnées aux actes. Maxwell Donag avait émergé non seulement riche et puissant, mais authentique, un homme dont la vie extérieure correspondait enfin à sa vérité intérieure. Il avait enseigné à ses filles la leçon la plus précieuse, qu'une intégrité compromise ne peut jamais être totalement restaurée, mais que de nouvelles fondations peuvent toujours être bâties sur une compréhension plus claire. Le « vipère silencieuse », comme certains dans la communauté des affaires de Boston avaient fini par le surnommer, avait frappé avec précision, détermination et finalité. Le poison avait été administré non pas dans la rage, mais dans le calcul, non pas pour la destruction, mais pour la justice. Et maintenant, alors que le printemps apportait une nouvelle croissance à Boston, Maxwell Donag regardait devant lui, pas en arrière, la victoire finale sur la trahison qui n'est pas la punition du traître, mais la liberté de l'emprise de la trahison sur l'avenir. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, et à bientôt. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, chat. I don't know what to do. Stop winning. I don't know what to do when you guys zoom on me, bro. I feel perceived. Hello? So guys, we have added one new visual effect since last stream. And that is exclamation point sad or Sag. Either one works. So you guys can run that when I die. But test it out. Somebody test it out. I think it's pretty neat. Okay, I just ran out of torches. And I don't have any coal. So I think it's time to go back. We're at 27 plus 13 gold. Exclamation point, let me know. Wait, what's that? Oh. Oh, like the song? Let me know.
He must die. Aw. So unfortunately the bet, if I'm making it to the end, is already closed. Damn. Where did I come from? It was over here. Excuse me, excuse me, excuse me. Another Enderman! That's a lot of a bad guy. Oh! Oh, he's alive! Oh, I thought he was dead for sure, dude. He just tanked a creeper point blank. That didn't even hurt him that bad. Damn, that dog is a tank! I wish I could do that. Oh, there he goes. He's dead. Unfortunate. Ouch. Damn, I was gonna heal him too. Hey, rest in peace, that dog. Hey, if anybody wants, you can spawn a dog. It comes pre-tamed. Oh my god, we're at 4 pearls. It's taken us all night, but we've got 4 pearls. Enderman in a boat. Dog has more health than Roadhog. Dog is taking a breather right now. Summon Axolotl. Get in here. Oh my god. Oh my god. Dude, this is fucked. Okay. Fractalotl. Wait, that's... I love that. Okay, so... I'm stuck. Okay, we're healed up. I'm gonna just say fuck it and make a run for it. Oh! 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 No, 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 no. Everything's fine. God, please, for the love of fuck. Oh my god. Alright, everything's fine. God, I hate this game. Whose idea was it to play Minecraft, dude? Okay. Get me the fuck out of here. What Overwatch character would the Enderman play? Vendetta, because they hate fun. Sombra, yeah, I think Sombra, because they teleport and